Alors, on a commencé par un petit peu. Ah bah, On ok. est enregistré, oui. Enregistré. On a commencé bien sûr par quelques généralités sur le cancer du sein, hein. Donc, bah, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme. Il est toujours un peu en augmentation. On est aujourd'hui sur un peu plus de 61 000 nouveaux cas par an, contre 58 il y a quelques années. Beaucoup, beaucoup moins, effectivement, il y a plus de 10 ans. Voilà, ça a stagné un petit peu pendant quelques années, autour de 2020-2023. Et puis là, ça augmente un petit peu, avec toujours des tranches d'âge principalement entre 50 et 74 ans, hein, ce qui correspond à la période du dépistage. C'est bien pour ça qu'on l'a fait à ce moment-là. Maintenant, il y a des cancers du sein après, et il y a des cancers du sein avant l'âge de 50 ans et même avant l'âge de 40 ans. Vous pouvez en voir passer même un petit peu plus qu'avant. Effectivement, ces incidences, en fait, ces dernières années, elles ont tendance essentiellement à augmenter après l'âge de 70 ans et avant l'âge de 50 ans. On n'a pas forcément d'explication. Il y a des facteurs, enfin, tu peux passer la diapo si tu veux. Voilà, bah, le cancer le plus fréquent, on vient de passer ça. Tu veux que je les passe? Non, c'est toi qui as la main, hein, Anne-Claire. Oui, oui, oui. Ouais, bah vas-y, je vais passer sur les facteurs. Les facteurs. Ah bah, on a supprimé les facteurs. Alors, on va revenir en avant sur les facteurs de risque, hein, du cancer du sein. Ils vont Qui apparaître sont... plus tard, en fait. Ah ouais, Ouais, ok, ouais. d'accord. Du coup, on va la chercher peut-être. Enfin, facteurs de risque du cancer du sein qui sont bah, les facteurs génétiques, bien sûr, les antécédents familiaux. Dans les cancers génétiques, ça doit être juste après, non? Ah oui. Les cancers génétiques, bah, vous connaissez les mutations BRCA1, BRCA2 essentiellement. Il y a les antécédents familiaux, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des facteurs de risque liés à un risque familial, mais non prouvé génétiquement. Euh, il y a, comme on l'a inscrit là, effectivement, des facteurs euh, œstrogéniques, quand il y a une imprégnation hormonale un peu longue, donc avec une puberté précoce, une ménopause tardive, ce serait un peu plus à risque. L'absence de grossesse, d'allaitement, euh, voilà. Et puis des facteurs euh, qui, qu'on dit modifiables, que sont effectivement la surcharge pondérale, le tabagisme, l'alcool et la sédentarité, et des facteurs moins modulables, qui sont des facteurs endocriniens internes, et qui là peuvent aussi être, euh, comment dire, avoir par l'environnement, par des facteurs externes qu'on ne contrôle pas, qui sont, voilà, et qui sont multiples, peuvent aussi être modifiés et avoir un impact sur le risque de cancer du sein. On revient sur l'anatomie. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux généralités? En fait, on ne sait pas très bien qui est présente. On a essentiellement des secrétaires de ce que je vois À de. soi, toi? Donc, oui, Ouais, tu l'as sur donc Armor. Et puis, il y a l'équipe de recherche clinique qui est là aussi. Mais c'est ouais. surtout des secrétaires, pas donc Armor, enfin, de tout le. Donc, au Bretagne. Les 3C, voilà. Ok, d'accord. Voilà. Donc, oui, vous n'hésitez pas, hein. Est-ce qu'il y a des questions sur ces généralités? Ah, moi, Moi, j'entends j'en ai une, personne. oui. A priori. Bonjour. Si. Pardon, moi j'en ai une, je sais pas si vous m'entendez. Euh, Bonjour, la, oui. bonjour. Donc le 3C Cap Santé à Côte d'Armor. Ouais. Juste par rapport aux hormones, la, l'hormone avec mince, Ah, j'ai pas la entendu. pilule et choses comme ça, Ouais. ça n'entre pas en compte dans les facteurs de risque? Non, en fait, c'est pas une. Non. Non.
Ça, D'accord, tous les traitements non plus de procréation médicale assistée, c'est pas non plus des facteurs de risque. C'est pas jugé comme ça. Ça l'a d'accord. été en Ok, fait, hein. Ça l'a été à Ouais, ça l'époque l'était à un moment donné. où les œstroprogestatifs contraceptifs et où les THS étaient Mm. très fortement dosés en oestrogènes, et Mm. notamment aux États-Unis. Et comme les études étaient faites aux États-Unis, où en plus il y a beaucoup d'obésité, ça a été longtemps considéré comme un facteur de risque. On sait maintenant qu'avec les traitements actuels de pilules microdosées et Mm. de THS même peu dosées, ce n'est plus un facteur de risque. Voilà. d'accord. Oui, Du pour moins pas pour les significatif. technologies actuelles. Ouais, D'accord. Alors toutefois, ça reste une contre-indication chez une patiente qui a eu un déjà cancer du eu, sein. oui, c'est différent. Là, on parle D'accord? de Mais c'est pas un facteur de risque chez une patiente indemne, enfin, qui n'a pas eu de cancer. On appelle ça. D'accord. Ok. Même Bon. chez une patiente à risque avec des antécédents familiaux, quoi. Ok. Très bien. OK? Il y a d'autres questions? Non, bah, on va poursuivre sur l'anatomie. Bon, alors juste pour reprendre, je sais pas si vous voyez sûrement pas mon petit slide là, mais bon, moi j'ai ce que j'explique souvent, le sein. Donc il y a la peau que vous devinez ici. En arrière-plan, on voit bien sûr les côtes, les muscles pectoraux, grand pectoral, petit pectoral, les intercostaux entre les côtes. Et puis, donc la glande mammaire, elle part du mamelon. Le mamelon, c'est un canal, hein. C'est pour ça que des fois, on peut avoir des atteintes du mamelon. Et du mamelon partent une vingtaine de canaux qui donnent le lait au moment de l'allaitement et qui se divisent en plusieurs branches pour se terminer en petits lobules que vous voyez là. Vous voyez Autour, ma flèche ou pas? Non, vous voyez pas. je ne Ok. suis pas sûre. Si, si, on la voit. Si, Si, on Ah, voit. ah, on la bah, voit. vas-y, continue Oui, alors. je suis ce que tu dis en même temps, si tu veux. Ouais, 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 ouais. Et autour, on a du tissu graisseux, du tissu conjonctif et les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques. Les canaux que vous voyez là, ils sont à l'intérieur, ben non, je n'explique pas ça, tapissés de cellules qui se renouvellent comme toutes les cellules du corps et des fois se renouvellent pas bien pour des raisons que j'ai suscitées avant, qu'on a évoquées avant, et qui vont devenir du coup qu'on va appeler cellules cancéreuses parce qu'elles sont suffisamment modifiées et en nombre pour parler de ça. Et quand elles sortent de ces canaux, on dit qu'elles infiltrent les tissus autour, du tissu conjonctif, etc. Et là, on parle de cancer infiltrant, mais ça, on va reprendre ça plus loin. Voilà, slide suivante. Les drainages, donc surtout lymphatique, on va parler, hein, parce que ça a un impact sur les prises en charge thérapeutiques et chirurgicales. Donc, comme je disais, le sein, il est tapissé de vaisseaux et qui vont aller vers des zones ganglionnaires, hein. Ensuite, ça va être relayé vers des gros vaisseaux qui vont aller un peu dans tout le corps, le cœur, etc., hein. C'est ce qu'on appelle les vaisseaux plus profonds. Et donc, le sein, il se draine essentiellement vers les ganglions de l'aisselle. C'est pour ça qu'on s'intéresse aux ganglions de l'aisselle lors des chirurgies et lors des décisions thérapeutiques. Il peut aussi aller vers les ganglions de la chaîne mammaire interne, que vous voyez là, effectivement, qui, il y a très, 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 très longtemps, on prélevait comme ceux du axillaire, sauf que c'était tellement délétère qu'on a arrêté. Mais par contre, c'est des zones qui peuvent être irradiées en fonction des indications. Et aussi, on a une zone susclaviculaire, voilà, qui est ici. Et du coup, on a parfois des atteintes ganglionnaires à ce niveau-là qu'on va rechercher. Et là, qui montre un stade plus avancé de la maladie. Euh, des fois, on peut considérer ça plus comme une métastase à distance, mais voilà, en fonction des cas, mais oui. Donc, essentiellement, ils vont d'abord aller vers les ganglions de l'aisselle, ce pourquoi on va s'intéresser à cela.
Les métastases, qu'est-ce que c'est? Ben, ce sont des cellules effectivement cancéreuses qui partent d'un foyer d'origine. Donc là, c'est au niveau du sein. Au niveau du sein, il y a une boule, il y a quelque chose. Et de là, par les voies lymphatiques qu'on a vues et par les vaisseaux sanguins, ont le potentiel d'aller migrer vers d'autres organes. Alors, dans le sein, ils vont aller entre autres vers les ganglions de l'aisselle, comme on vient de dire, susclave ou interne. Et par la voie sanguine, ça peut aller effectivement vers les poumons, le foie, l'os essentiellement, et le cerveau. Euh, voilà, d'où l'intérêt dans certains cas, on demande des PET scanners ou d'autres bilans d'extension type scintigraphie, écho-abdominale ou autre, on va en parler après, pour effectivement rechercher, éliminer la présence de ces cellules métastatiques. Aussi, euh, alors ça c'est fait soit au moment du dépistage, soit après, parce qu'il y a un point d'appel particulier, qu'une patiente qui a été traitée, elle revient parce elle a des symptômes, des douleurs osseuses, etc. Donc, on va lui chercher ces bilans. Je vais juste Euh, rajouter là, non, je peux me permettre, Cécile, ouais, parce sur que la peau. pourquoi Ouais, j'ai mis les pièges? ouais, En fait, pendant longtemps, comme tu l'as dit, l'atteinte ganglionnaire susclaviculaire était considérée comme une métastase. ouais. Dans les nouvelles classifications, ce n'est plus le cas. C'est considéré comme une atteinte loco-régionale et une maladie qui a une atteinte susclaviculaire, s'il n'y a rien ailleurs, ça reste un stade 3, c'est pas un stade 4, c'est pas une métastase. Et l'autre piège, c'est la La peau. peau. Les Ouais. nodules de perméation qui sont sous-cutanés sont des métastases, sauf Mm, si elles sont en face du sein où il y a la tumeur primitive, auquel cas c'est mm. considéré comme un Oui, T4 et c'est pas une atteinte métastatique. Donc c'est deux oui, pièges de vocabulaire et c'est piégeant parce que vous verrez dans les comptes rendus anapathes que souvent les anapathes parlent de métastases ganglionnaires. Ils ont gardé ce vocabulaire, mais un faux ami. C'est pas les mm, métastases du cancer du sein qui sont bien des tumeurs qui sont à distance du sein et des ganglions et qui se sont formées suite à un passage par voie sanguine et non pas par voie loco-régionale ganglionnaire. tout à fait. Voilà, c'était juste Ouais, 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 exact. La peau. en avance. Vous avez des questions Ouais, là-dessus ou c'est clair pour tout le monde, hein? C'est bon. C'est bon, on avance. Donc la classification. c'est à moi là aussi. Donc, Oui. la classification TNM, enfin, il y a plusieurs types de classifications. Là, comme on a inscrit, il y a la classification TNM, qui est une classification clinique avant la chirurgie. La classification PTNM, le petit P pour dire qu'en fait, c'est à post-opératoire, d'après l'analyse histologique. Et la classification YP TNM, qui est post-opératoire aussi, mais aussi après traitement médicaux néoadjuvant. TNM veut dire T pour taille, N pour atteinte ou pas ganglionnaire et M pour statut métastatique. Ouais. Donc le T, ça va de T1 enfin T0 à T5. C'est en fonction des tailles, bien sûr. T0, c'est souvent les intracanalaires, enfin TIS. Les T1 jusqu'à T2, c'est inférieur ou égal à 2 cm. Dans le T1, il y a le T1A, T1B, T1C. Dans le T1A, c'est inférieur à 5 mm. Le T1B, c'est entre 5 et 10. Et le T1C, c'est entre 10 et 20. Le T2, c'est au-dessus de 2 cm, mais c'est inférieur à 5 cm. Le T3, c'est au-delà de 5 cm strictement. Et toutes les autres tailles. Le T4, c'est quand il y a effectivement une atteinte soit profonde vers les muscles pectoraux, euh, soit T1C vers la peau. Et le T4D, c'est là où j'ai pas. T4C, c'est quand il y a une atteinte à la fois à la peau et au plan profond. Et T4D, pour moi,
Il y a Euh, il y a une petite erreur, hein. Petite coquille là, c'est le cancer du sein inflammatoire. Donc, quand il y a une atteinte quand même là, bon, ce qu'on appelle la mastite inflammatoire, carcinomateuse, quand il y a une tumeur sous-jacente très envahissante avec une atteinte de la sous-peau aussi et de la peau. C'est le sein inflammatoire. Les ganglions, le N, donc N0, c'est pas d'atteinte ganglionnaire régionale, effectivement. N1, c'est quand il y a une petite atteinte, mais avec une adénopathie qui bouge, qui est pas fixée, qui est pas dure, comme dans le N2. Et le N3, c'est quand il y a aussi des atteintes au niveau de la chaîne mammaire interne, des ganglions. Et M, le métastase. Donc M0, pas de métastase. M1, des métastases à distance, hein. Donc organique, comme on l'a dit tout à l'heure, poumon, foie, os ou cerveau. Alors là, c'est marqué y compris adénopathie susclaviculaire. Ça, c'est une ancienne, hein. Aujourd'hui, c'est non, hein. L'atteinte susclaviculaire, elle n'est pas une métastase à distance. Juste, je voulais revenir parce que vous aviez posé des questions, donc je vais essayer d'y répondre. Donc déjà, le TX, le T0 et le Ouais. TIS, c'est quand même trois choses distinctes. Le TIS, c'est l'in situ, il n'y a pas d'infiltrant. Le T0, c'est on a fait le bilan, par exemple, d'une adénopathie axillaire métastatique, enfin atteinte, et Ouais. avec le bilan, on n'a pas de tumeur primitive. Et le TX, c'est qu'on n'a pas encore l'information sur le sein, on n'a pas encore fait le bilan radiologique. Mm. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, les trois. Et puis, j'insiste bien sur le égal, hein, Supérieur ou égal. Mm. 20 mm, c'est pas un T2, c'est un T1, mais ça, je crois que vous le Mm. savez déjà bien. Et j'avais une question sur quand il y a plusieurs tumeurs, qu'est-ce qu'on fait? Donc, quand vous avez une atteinte multifocale, quand vous codez, comme vous le faites dans le déroulé, on n'additionne pas, mais on cote la plus grosse. Donc, quand vous avez une trifocale avec une qui fait 1 cm, l'autre 2 cm et l'autre 3 cm, eh bien, vous allez mettre un T2 pour celle de 3 cm. Et ce ne Mm. sera pas 3 plus 2 plus 1, 6 cm. Mais je trouve que pour ça, les fichiers RCP, c'est en aparté complètement, mais ils ne sont pas tout à fait adaptés, je trouve. Mais c'est pour Mais ça bon, qu'on avait cette question-là, donc je voulais. ouais, franchement, elles ne sont pas adaptées pour ça, je trouve. Est-ce que vous avez Ok. des questions, du coup, mesdames? C'est bon pour nous. C'est bon pour vous? Ok, on continue. Ah oui, il y avait des questions sur le cadran aussi. Vas-y. Ouais, les cadrans, effectivement, ben, c'est assez simple, hein. Le sein, il se divise en 4 cadrans avec une ligne médiane verticale et horizontale. Au milieu, il y a l'aréole. L'aréole et le mamelon, hein, c'est la plaque aréolo-mamelonnaire. Et donc, du coup, tout ce qui est au-dessus, c'est supérieur sur la ligne horizontale. Tout ce qui est en dessous de la ligne horizontale, c'est inférieur. Tout ce qui est vers le sternum, on va dire, c'est les cadrans internes. Et tout ce qui est à l'extérieur de la ligne verticale, donc vers le bras, c'est externe. Donc, on a ainsi le cadran supéro-interne, le cadran inféro-externe, interne, pardon, inféro-externe et le cadran supéro-externe, où effectivement, c'est là où on a souvent le plus de lésions parce que c'est là où la glande est souvent la plus dense. Alors, je te laisse les codages, Oui, la subtilité, en fait, Anne-Claire. oui, oui. Les cadrans, les 4 cadrans, je pense que c'est clair sur votre logiciel. Le prolongement axillaire, parfois, est Ouais, évident pour vous par rapport à un supéro externe. Donc, faut recopier ce qui est écrit dans la fiche, hein. Généralement, c'est ouais. écrit. Mm, Attention, le mamelon et la partie centrale, c'est pas tout à fait la même chose. Partie centrale ne veut pas forcément dire mamelon et aréole. mm. Donc ça, vous l'avez dans la pâte en général. Et puis la question que vous aviez posée, c'était quand on est par exemple sur les unions des cadrans supérieurs, eh bien en fait, c'est le C58 qu'il faut coder. Dès que vous êtes une tumeur atteint les deux cadrans, c'est considéré comme localisation contiguë. Et donc c'est C58, la cotation. Est-ce que ça répond à vos questions ou est-ce que vous avez d'autres questions? Et quand tu as plusieurs cadrans, du coup? C58, toujours. En fait, si c'est un seul cadran, c'est le cadran qui est là. Ah ouais, ok, 10. ok. Dès que tu as deux cadrans ou une tumeur qui est à la À frontière entre cheval. les deux, Ok. c'est C58. Ça, c'est des codages qui sont utilisés dans les fiches. Les fiches RCP, oui. Et puis qui sont nous utilisés pour la chimie. De toute façon, si on est obligé de coter, nous. C'est vrai qu'on Ah code. oui, c'est pour ça.
Oui. Ouais, parce Et que là, pour oui, les fiches RCP, ça. c'est important parce que les cotations soient bien faites. Ouais, 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 pour les stats hautes, quoi. Mm. Ça répond à vos questions? Moi, j'ai une question. Oui, Quand on a plusieurs foyers dans différents cadrans au niveau de la TNM, comment oui. vous placez? Alors, la TNM ne tient pas compte Ben, du cadran. Tu cotes D'accord. comme tu cotes le nodule le plus gros. Ok. mais par contre, on peut mettre un petit M devant, M, c'est-à-dire. bah, multiple. Alors, dans la cotation MSI, non, mais peut-être dans le courrier, tu veux dire, ou, Ouais, t'as pas une cotation multiple, t'es M. attends, tu confonds le TNM et la cotation. Dans le TNM, peut-être que tu peux Ah, mettre pardon. Oui, devant. voilà. Oui, Ouais, c'est dans vos catégories. ouais, ouais. Mais nous, dans le TNM, en tout cas, pour savoir si c'est un Oui. T1, un T2 ou un T3, tu peux avoir 10 foyers de 10 millimètres et donc beaucoup de tumeurs, Mm, ça reste un T1. Mais c'est un mm, T1 multifocal. mm, mm. OK. On continue? Alors, vous aviez oui, demandé qu'on éclaircisse le PEV. Vas-y, Cécile. Alors, le PEV, poussée évolutive. Ah bah, le PEV 0, bah, il y a rien. Qu'est-ce que c'est que d'abord le signe clinique, hein, c'est une rougeur. C'est une rougeur, une peau qui est assez, ouais, qui est rouge, souvent en regard de la lésion, voire tout le sein. Donc, c'est ce qu'on peut rechercher. PEV, c'est quand zéro, c'est quand il n'y a rien, c'est pas un sein, il n'y a pas de rougeur du tout. Euh, PEV 1, c'est quand c'est effectivement un peu rouge en regard et c'est souvent lié à une lésion en dessous qui pousse, qui grossit assez rapidement. Le PEV 2, là, on a un peu plus de signes inflammatoires avec des fois de la peau d'orange, c'est-à-dire une peau un petit peu, pas granuleuse, mais bah, effet peau d'orange, comment dire. Et puis le PEF3, c'est le vrai sein inflammatoire dont on a parlé tout à l'heure, Corrigé, oui, vas-y, je t'écoute. Non, en même temps, parce que je euh, vois qu'il y a une erreur. avec le... PEV, c'était 4D. Ouais, c'est ça. Et T4D, c'est le vrai sein inflammatoire où là, globalement, ça prend tout le sein avec une rougeur, un œdème et le capitonnage de l'aspect qui donne l'aspect de la peau d'orange. Ça n'a pas corrigé. Juste, alors le PF1, non, il n'y a pas de signe inflammatoire, hein, Cécile. Ouais, En fait, ouais, c'est une c'est sûr. classification de Gustave Roussy, c'est une classification purement Ouais, française. Et en fait, PF0, il n'y a rien, PF1, il n'y a rien, mais à l'interrogatoire, il y a une croissance très rapide. ouais, Et la ouais. croissance très rapide Ok. sans signe inflammatoire, c'est le PF1. Et le PF2, c'est des signes inflammatoires donc, que Mm, tu évoquais, mais qui sont localisés en mm. face de la tumeur, contrairement au PF3 qui prend tout le sein. Et Et c'était d'ailleurs, on ne considère pas les mêmes. Un sein, quand on décrit un sein inflammatoire, c'est PEF3. Pour moi, c'est le T4D, un qui vrai prend sein tout le sein. inflammatoire. Le Quand il prend tout le reste, sein. c'est plus lié à la poussée, la croissance plus ou moins rapide de la lésion. Donc les facteurs de risque, on les a faits. Ouais. Les signes cliniques, alors, le dépistage, en fait, quand est-ce qu'on va diagnostiquer un cancer du sein? Bah, au dépistage, vous le savez, sur la mammographie, plus ou moins échographie, qui sont faites toutes les 2 ans en systématique chez les patients de 50 à 74 ans. Des fois un peu avant 50 ans, de plus en plus avant 45 ou 40, on aime bien avoir des petites mammos entre 40 et 50 ans, et sinon devant des facteurs cliniques, des signes cliniques qui vont être retrouvés soit par la patiente, soit par le médecin généraliste, le gynéco, la sage-femme. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent être? Ben, ils peuvent être assez multiples, hein. Ça peut être effectivement euh, un nodule, une masse que l'on sent, qui va être effectivement, qui peut avoir des caractères inquiétants, c'est-à-dire qu'elle est dure, elle est un peu figée, elle est un peu irrégulière, elle bouge pas trop, elle n'est pas non plus cyclique. On peut aussi avoir des anomalies, alors on peut aussi avoir une rougeur du sein. Tu veux passer la petite diapo, voilà, parce que là c'est une petite image avec plein de citrons
qui représentent des seins. Et donc, vous avez plusieurs seins. Donc, il y a la rougeur dont on a parlé localisée, hein, en D. Il y a aussi des anomalies mamelonnaires qui peuvent être des points d'appel, comme l'écoulement mamelonnaire, la rétraction mamelonnaire qu'on a en I. Et puis après, bah, il y a des rétractions cutanées, hein, aussi qu'on peut revoir. On a ça un peu en B, la peau qui rentre, qu'on peut remarquer plus facilement quand on lève les bras. Et puis, bah, les rougeurs, les asymétries, les boules. Euh, voilà. Et puis, ça peut être aussi un ganglion au niveau de l'aisselle qui est détecté avant palpation de toute lésion au niveau du sein. Alors, l'imagerie, qu'est-ce qu'on fait effectivement dans ce cas-là? Ben, on invite à faire une mammo-échographie, hein. C'est la mammographie qui est effectivement l'examen de référence. Souvent, il est associé une échographie quand il y a un signe clinique. Euh, et puis l'IRM mammaire, qui est aussi un examen des seins, lui, il n'est pas indiqué d'une manière systématique. Il donne des coupes très complémentaires, tangentielles du sein, mais il est indiqué enfin, dans le cadre d'un bilan avant chimiothérapie, chez les femmes jeunes aussi, pourquoi les femmes jeunes? Parce que les seins sont plus denses et on a une visibilité mammographique qui est moins nette, c'est moins lisible. Et du coup, on complète par un IRM qui va apporter une imagerie complémentaire et intéressante chez ces patientes. Voilà, essentiellement. Là, ça c'est à la mammographie, bah, ça, c'est une opacité tout à fait typique qu'on dit stellaire parce elle est comme en étoile un petit peu. Vous voyez une zone très dense. Autour, il y a un peu un œdème. Voilà, celle-ci, elle d'ailleurs derrière le mamelon. Et puis pareil à droite. Ce qu'on peut voir aussi à la mammographie, c'est des microcalcifications, hein, tous ces petits points blancs que vous voyez, qu'on cite souvent dans les comptes rendus, et qui sont évocateurs plus. Alors là, il y a une classification aussi pour les microcalcifications, hein, mais pour certaines qui peuvent évoquer un carcinome in situ, un précancer. Hein, pas forcément un infiltrant, mais les microcalcifications, ce qu'on va éliminer, c'est un in situ. La classification ACR que vous voyez aussi souvent dans les comptes rendus, c'est l'American Classification of Radiology, donc c'est une classification américaine sur laquelle on se base tous, qui va de 1 à 5, donc qui se base sur la mammographie, mais aussi un peu l'échographie en complément. Donc 1, bah, il n'y a rien, hein, et c'est toute patiente qui n'a aucun antécédent non plus. Donc, quelqu'un, on va proposer une surveillance standard. La CR2, alors, la CR2, on le retrouve chez toutes les patientes aussi qui ont eu un cancer du sein et qui sont surveillées après. Mais c'est chez une patiente qui n'a rien du tout et qui présente là pour le coup une petite image, mais d'allure complètement bénigne, un kyste. Un kyste, là, il n'y a même pas de surveillance nécessaire particulière, on va la mettre en 2. Et puis, ou quelques macro-calcifications, effectivement. ACR3, là, on reste sur du bénin, mais pour d'autres raisons ou des petits doutes, on va demander une surveillance rapprochée. Donc là, il y a une surveillance à 4 mois, il y a 4 mois encore, et à 4 mois avant de passer à une surveillance à 1 an. Et puis, entre-temps, elles peuvent passer en ACR4. ACR4, là, c'est quand l'anomalie est suspecte. On n'est pas certain du tout qu'il y a un cancer, mais c'est suspect. Et là, ça invite à faire une biopsie, un prélèvement dont on va parler après. Et la CR5, l'anomalie est mammographiquement, échographiquement très suspect. Donc là, les radiologues, ils sont quasiment sûrs qu'il y a un cancer en dessous. Et bien sûr, il faut aussi faire une biopsie.
Alors, le parcours de soins, voilà, on a parlé du dépistage mammographique, échographique, l'examen clinique, tout ça. La biopsie, qu'on va évoquer aussi, qui va nous amener à un examen histologique, la NAPAT, hein. C'est vraiment une discipline, enfin une spécialité très multidisciplinaire. Et puis, en fonction du résultat histologique, on va décider soit de faire une chirurgie première, hein, ce qui est souvent le cas, ou bien un traitement médical premier type chimiothérapie, immunothérapie, ce qui devient de plus en plus fréquent avec l'évolution des protocoles et des thérapies. Voilà, tout ça, et puis la radiothérapie, tout ça, c'est décidé aussi en comité. Alors, euh, pas toujours si une chirurgie première est quasi certaine. Dans ce cas-là, on passe le dossier souvent en RCP après la chirurgie. Mais quand on a une question par rapport à un traitement néoadjuvant type chimiothérapie, immunothérapie, là, on va le discuter en RCP, bien sûr, avant la chirurgie. Alors, les prélèvements percutanés, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est les radiologues, souvent, c'est les radiologues qui le font. Le principe, c'est d'aller prélever sous anesthésie locale euh, du tissu dans la zone suspecte. D'accord? Donc, il y a deux techniques de prélèvement percutané, c'est la microbiopsie, qui est le plus fréquent, et la macrobiopsie. Dès que c'est visible à l'échographie, on va faire ce geste, on va faire une microbiopsie sous échographie, qui est un geste fiable, plus rapide, bien supporté, hein, en règle générale, et plutôt reproductible par plusieurs radiologues. Mais quand la lésion n'est pas visible à l'échographie, comme les microcalcifications que je vous ai montrées tout à l'heure, eh bien, on va passer à un autre type de prélèvement percutané qui s'appelle la macrobiopsie. Et là, qui se passe dans d'autres conditions, hein, qui nécessitent, ça dure plus d'une heure, et qui est sous contrôle mammographique, pas sous contrôle échographique, mais sous contrôle mammographique. Je crois qu'on a des photos après, Anne-Claire. Voilà, ça c'est le prélèvement percutané échographique, hein. Vous voyez la sonde d'échographie qui contrôle le geste et le radiologue va introduire après une anesthésie locale, hein, introduire un trocar où il y a une aiguille au bout qui va venir transpercer un peu la lésion et ramener du tissu. Ce qu'on appelle des carottes, ce que vous voyez des fois sur les résultats histologiques des microbiopsies et qui sont envoyés en anapathe. Ça, c'est la macrobiopsie. Donc, vous voyez, la patiente, la femme est installée complètement différemment. Elle est sur une table qu'on dit dédiée, avec une fenêtre, un trou pour passer le sein. Elle est en position ventrale, hein, sur le ventre. Et donc, radiologue et manip radio investissent pour justement bien cibler la zone sous contrôle mammographique. Et de là, pareil, il y a une petite anesthésie locale et puis une introduction d'un trocar jusqu'à la zone à prélever. L'anapathe, à toi Anne-Claire du coup. Oui, d'abord sur cette première partie, est-ce qu'il y a des choses, vous voulez qu'on s'arrête un petit peu? Il y a des questions ou c'est clair pour tout le monde? On avance. Donc là, la pâte. Donc je voulais revenir sur ce sujet parce que c'était une de vos questions, pas très claire. Donc Cécile a commencé à en parler. Donc ça, c'est vraiment un canal, une glande. Alors là, c'est un canal, mais ça pourrait être aussi une glande dans un lobule, hein, c'est pareil, avec le revêtement qui permet de se séparer du tissu environnement, hein. Imaginez un tuyau, bah, c'est le plastique, hein, du tuyau, c'est exactement ça. Et donc c'est ça qu'on appelle un épithélium. C'est le revêtement du canal, d'où le nom des tumeurs épithéliales. Quand le point de départ d'une tumeur, c'est un épithélium. Donc tumeur épithéliale, c'est le synonyme de carcinome. Carcinome veut dire épithélial. Les autres, ça va être du sarcome, d'autres types de tumeurs. Comment ça commence? Ça commence par donc ces revêtements ils se multiplient normalement, hein, la peau, l'œsophage, enfin tout ce qui est revêtement se renouvelle, donc pour se renouveler se multiplie.
Et parfois, ils se multiplient de façon aberrante. Et donc là, on arrive sur une notion de tumeur, puisqu'on a des cellules qui n'ont plus de contrôle de multiplication et qui se multiplient de façon aberrante, mais qui restent à l'intérieur, c'est-à-dire qui respectent le tour qu'on appelle la membrane basale. Ça, c'est ce qu'on va appeler une tumeur in situ. C'est-à-dire que ça, c'est une tumeur, mais on n'est pas encore dans le cancer, on est dans le pré-cancer puisque on reste à l'intérieur, donc pas de capacité d'aller s'installer ailleurs ou d'envahir ailleurs. Ça, c'est des tumeurs précancéreuses. Et puis, à un moment, ces lésions, ces cellules vont acquérir la capacité de franchir la membrane basale et donc, du coup, d'aller à l'extérieur. Et là, on passe le cap du cancer. C'est là l'infiltration qui définit le vrai cancer. Donc, on a vraiment glande normale, tumeur in situ, tumeur infiltrante, cancer. Tumeur in situ pré-cancer. Alors, on a ça dans le cancer du sein. On va avoir le carcinome canalaire in situ, qui est donc ici. C'est une lésion précancéreuse. Si on ne l'enlève pas, elle donnera forcément naissance à un cancer. Ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans, mais ça donnera naissance à un cancer. Par contre, tant que ça reste précancéreux, il n'y a pas de possibilité d'extension extramammaire. Ce canal institut, il y a différents grades et avec ou sans nécrose. Les grades 3 avec nécrose sont bien plus avancés et sont déjà quasiment des cancers, mais ce sont les plus dangereux. D'où l'importance, quand on opère une malade, de ne pas laisser l'in situ. D'où l'importance des marges, hein. Quand on regarde les marges, c'est aussi pour ça. Le lobulaire in situ, c'est un peu particulier parce que, en fait, ce n'est pas une lésion précancéreuse. C'est une variante anatomique dans le sein. Et c'est pour ça que, autant sur du canal in situ, on va être très strict sur les marges et réopérer, autant vous verrez parfois des dossiers avec du lobulaire in situ, disséminé, marge positive, on ne réopère pas, parce que le lobulaire in situ, ce n'est pas une lésion précancéreuse. Malgré tout, les femmes qui ont du lobulaire in situ sont plus à risque de développer un cancer. Donc, c'est un facteur de risque de développer un cancer, mais ce n'est pas, sur le plan biologique, considéré comme une tumeur précancéreuse. C'est une tumeur long maligne. Et puis après, il y a les infiltrants. Donc, deux types d'infiltrants. Le canalaire qui se développe à partir des canaux que vous avez vus sur le schéma anatomique et le lobulaire qui se développe à partir des lobules que vous avez vus au bout de ces canaux, cette petite boule, et qui ont donc deux types de cancers, le plus fréquent étant le canalaire. Un cas particulier, c'est la maladie de Paget du mamelon. Ça n'a rien à voir avec la maladie du Paget osseuse dont on parle en rhumatologie. C'est vraiment une forme de carcinome canalaire in situ qui s'étend, qui vient dans la peau, au-dessus du mamelon et de l'aréole, mais qui n'a pas de capacité d'extension à distance. Donc, ce n'est pas un cancer, c'est encore une fois des lésions précancéreuses. Il faut l'enlever, il faut l'opérer. Est-ce que c'est bien clair, ça? Juste une question. Oui. Moi, je suis responsable du 3C à Puy-Saint-Cornouailles. Sur le carcinome, on parle quand même carcinome lobulaire in situ. Je suis étonnée du coup que ce soit non compris comme un cancer. Euh, C'est une particularité du sein. Normalement, carcinome veut dire, alors, carcinome veut dire tumeur, hein. Carcinome ne veut pas dire cancer. Carcinome veut dire tumeur épithéliale. Les ok, carcinomes in situ, il y a des carcinomes in situ dans le poumon, les adénocarcinomes in situ dans le côlon. Tout ça, c'est des lésions précancéreuses, ce ne sont pas des cancers. ok. Donc, carcinome veut dire tumeur épithéliale, ne veut pas dire cancer. D'accord. Et pourtant, on les enregistre en RCP, ces lésions. Parce que dans le sein, alors je pense que tous les polypes avec de l'in situ à l'intérieur en digestif ne sont pas traités en RCP, hein. Non. Probablement pas. Dans le sein, l'in situ canalaire, c'est une lésion précancéreuse, mais avec un tel potentiel d'aller vers le cancer que on les irradie. Donc à partir du moment où il faut les irradier, ça doit être présenté en RCP, parce qu'il y a quand même un traitement de radiothérapie. Mais sur le plan purement définition, ça reste une lésion précancéreuse. Un D'accord. canalaire in situ ne peut pas donner d'atteinte ganglionnaire, ne peut pas donner de métastase. Sauf vraiment des grades 3 avec nécrose qui sont très proches d'un prolongement maxillaire. On peut avoir parfois une petite atteinte sur le sentinelle Et quand il y a un invasif qui est pas trop, mais ça. mais il faut se méfier qu'il y ait un invasif dessous. Mm. Mais c'est une lésion qui. Mais par contre, elle va devenir cancéreuse, c'est obligatoire. Donc on la traite, on l'enlève et on fait de la radiothérapie. Du coup, il faut la présenter RCP. Les lobulaires in situ qui sont découverts de façon fortuite lors des opérations, vous ne les voyez pas en RCP. Vous ne les voyez que parce qu'il y a du lobulaire infiltrant dedans. D'accord. Ok. Hein. Merci. De rien. C'est une précision importante, effectivement.
C'est bon pour tout le monde ou il y a d'autres questions? C'est important ça de bien s'arrêter sur ce point-là. On Excusez-moi, avance. Oui. une question sur Onco 5, là, sur Rennes. Quand il est indiqué non spécifique, Alors, c'est Ah, ça, une c'est nouvelle classification, ça veut dire que on ne peut pas définir si c'est vraiment du canalaire ou du lobulaire. Et de plus en plus, on les le cas. appelle carcinomes non spécifiques. Mais c'est probablement un mix des deux. Et aujourd'hui, vous verrez de moins en moins de tumeurs mixtes canalaires lobulaires, vous verrez des non spécifiques. C'est vrai, ça a pris vraiment. Ils ont modifié leur classification. vous avez dit. Et du coup, on les cote, si nous on veut les coter, quand c'est du non spécifique, c'est du Plutôt mixte. comme le canal infiltrant. Bah, C'est normalement, vous Comme le devez. canalaire infiltrant. Bah, c'est Qui- pas vraiment du canalaire le non spécifique. On peut pas. Normalement, Ben, les en mecs fait, doivent le dire. ouais. Vous devriez avoir une case pour le non spécifique. En fait, il faudrait que votre déroulé où vous choisissez suive les modifications des classifications. Et aujourd'hui, dans la classification, le non spécifique, c'est une entité à part entière. Donc, normalement, vous devriez avoir la case où il faut le réclamer. Quand vous mettez la case, là, je m'adresse aux gens de Parce que commande. le canalaire infiltrant n'existe plus en Oui, soi. c'est le non spécifique, hein. C'est le non spécifique. Ouais. Et parce que dans le canalaire, il y a, enfin, tu les cites après, mais il peut y avoir, enfin, dans les non spécifiques, il peut y avoir du mucineux, puis il peut y avoir plein de Plein différentes de choses, trucs. mais Il voilà, faut que vous ayez la case non spécifique, hein. D'accord. c'est plus canalaire infiltrant. Je vais écrire la même. Donc voilà pour les formes. Voilà. Donc, in situ, on en a parlé. Alors maintenant, la biologie. Donc la biologie, il y a des éléments. Donc ça, vous faites des RCT de ça, donc vous connaissez déjà, mais je pense que c'était important quand même qu'on révise un petit peu. Donc il y a deux récepteurs hormonaux, œstrogène et progestérone. En France, le seuil de positivité il est 10%. Aux États-Unis, il est de 1%. En France, c'est 10%. Donc il y a quatre situations. RE plus RP+, c'est RE plus RP- et RE- RP+. Dans ces trois cas, on dit que les récepteurs hormonaux sont positifs. C'est très rare d'être RE- et RP+, hein, mais ça existe, donc il faut le mettre. Parfois, vous voyez récepteur dissocié. Récepteur dissocié, c'est RE+, RP-. Ça veut dire qu'on a une dissociation. On a l'œstrogène qui est positif, mais pas le progestérone. Donc, on écrit parfois récepteur dissocié. C'est un critère d'agressivité, donc c'est pour ça qu'on le note. Par contre, quand les deux sont négatifs, on est récepteur hormonaux négatif. Ça, c'est clair pour tout le monde? Je continue. Qui me dit mot concentre? Alors, HER2. HER2, ça a beaucoup bougé et c'est très important de bien comprendre. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs diapositives. Donc, HER2, historiquement, c'est simple. C'est de l'immunohistochimie, donc fait par nos anapathes, qui nous dit si on est 0, 1 plus, 2 plus ou 3 plus. Ça, c'est la première étape. Quand on est 0 ou 1 plus, on est considéré comme HER2 négatif. Donc parfois, vous voyez écrit HER2 1 plus, il faut se méfier. Est-ce que ça veut dire que c'est HER2 positif ou est-ce que ça veut dire que c'est HER2 IHC 1 plus, auquel cas c'est négatif? Donc vraiment, il faut être très clair, c'est le 0 et le 1 plus sont des HER2 négatifs. Le 3 plus, toujours en immunohistochimie, c'est un HER2 positif. Et puis, il y a cette situation intermédiaire du 2 pour lequel, en fait, on voit qu'il y a des cellules qui ont du HER2, mais on ne sait pas si c'est suffisant pour le côté en positif. Dans ces cas-là, on envoie dans une technique différente, qui est souvent la fiche, mais qui peut être de la DISH ou de la SISH, qui sont des techniques relativement proches de la fiche. Et dans ces cas-là, on a un deuxième résultat qui arrive dans un second temps et qui nous dit que la fiche, si elle est positive, on est HER2 positif. Et si elle est négative, on est HER2 négatif. Donc ça, c'est extrêmement simple. C'est la classification HER2. Mais, et donc, on avait des médicaments qui marchaient quand HER2 était positif et qui ne marchaient pas quand c'était négatif. Mais est arrivée une subtilité car on s'est rendu compte que certains des médicaments qui marchaient chez le HER2 positif marchaient parfois chez la HER2 négative. Donc est arrivée la notion d'HER2 low. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'HER2 low? En fait, ce sont des patientes qui sont par définition HER2 négatives. Tous les HER2 low sont des HER2 négatives. Mais dans le négatif, il y a les zéros qui sont tout négatifs et il y a tous les autres, c'est-à-dire les IHC 1 et les IHC 2 avec un fiche négatif. Ce sont des HER2 négatifs, mais on les appelle HER2 low. Pourquoi?
Il y a un peu d'HER2, donc elles ne sont pas zéro, mais il n'y a pas assez d'HER2 pour qu'on les classe positives. Donc, c'est des HER2 faibles et il y a des médicaments qui sont efficaces sur ces tumeurs. Donc, maintenant, il est important on doit avoir trois types de résultats, soit c'est HER2 zéro, soit c'est HER2 low, soit c'est HER2 positif. Le HER2 négatif ne nous dit pas si on est zéro ou low. Donc, on doit mettre dans les fiches RCP, et généralement, nous, on le dit, on l'écrit, si c'est zéro ou si c'est low. Est-ce que ça, c'est quelque chose de bien clair pour vous? Allô, allô? Oui. Mais en Oui, fait, Anne-Claire, on Oui. entend aussi parler d'ultra-low, c'est les zéros? Alors, c'est quelque chose qui est très, pour le moment, industriel dépendant et poussé par Daiichi, qui voudrait qu'on c'est un laboratoire. prescrive du TDXD, de l'Enhertu à des ultra-low. Donc oui, les ultra-low, c'est une sous-catégorie des zéros, mais pour le moment, c'est pas du tout validé. Mais effectivement, il y a des essais thérapeutiques sur les ultra-low, qui est une sous-catégorie des zéros. Ce serait un zéro plus, si tu veux, mais pas assez pour être un 1 plus. Donc là, on arrive dans le délire total. Bref, Ouais. il faut mettre de l'énergie à tout le monde. Donc là, c'est très poussé par un industriel. Pour le moment, c'est pas validé, hein. Donc nous, on ne met pas les ultra-low dans nos comptes rendus, dans nos courriers, ni dans les fiches RCP. OK? Donc en résumé, on se retrouve devant trois catégories. Le HER2 zéro, qui est donc le vrai zéro. Le HER2 low, il y en a deux. Il y a le IHC1+, et le IHC2+, mais avec un fiche négatif. On a le IHC2+, avec un fiche positif et le IHC3+, qui sont tous les deux HER2 positif. Donc là, on est bien sur du négatif et là, on est bien sur du positif. Voilà. Vous aurez les diapos, donc vous pourrez réviser à la maison. Finalement, quand on a compris, c'est assez simple. Les autres biologies, bien sûr, qui sont importantes, c'est le Ki67, qui va de 0 à 100%. Le Ki67, c'est un index de prolifération. C'est-à-dire que ça nous dit quelle est la rapidité de multiplication des cellules. Plus c'est bas, moins de 10%, plus c'est une tumeur très peu évolutive. Plus c'est haut, à partir de 30%, plus c'est une tumeur de prolifération importante. Souvent, vous voyez les tumeurs triple négatives qui sont à 90%. Entre 10 et 30%, bah, c'est intermédiaire, on va dire. Et surtout, c'est labo dépendant parce que les chiffres d'un labo à l'autre ne sont pas toujours superposables. Le grade, c'est une agressivité biologique qui tient compte de la prolifération, de la tête du noyau, de la tête de la cellule, est-ce que c'est très déformé ou pas. Le grade 1 est une tumeur qui est de faible agressivité, le grade 3 est une tumeur très agressive et le grade 2 est intermédiaire. Pour les fiches RCP qui concernent les patientes opérées, parce qu'on a des fiches RCP de métastatiques, évidemment, l'importance des marges, c'est essentiel pour discuter du traitement loco-régional et savoir s'il faut reprendre ou pas les patientes ou quelle est la prise en charge loco-régionale. Donc, les marges doivent absolument apparaître très clairement sur les comptes rendus. Et quand on a un doute sur la façon dont c'est rapporté, on retourne voir les comptes rendus Anapat pour bien comprendre. On a heureusement des Anapat en RCP et on regarde ça ensemble. Et les embolies vasculaires, c'est un critère qui augmente les risques de récidives locaux. Donc au total, une fois qu'on a fait ces biologies, le cancer du sein se divise en trois familles. La famille RH plus HER2 négatif, avec deux sous-catégories. Les luminaux A qui sont très peu agressifs et qui ont un Ki67 bas, et les luminaux B qui ont un Ki67 élevé et qui ont souvent des récepteurs dissociés. Il y a les tout négatifs, donc HER2, RE, d'où ce nom de triple négatif, d'une maladie beaucoup plus agressive biologiquement, qui pour autant est une maladie, quand elle est prise avant métastase, qui se guérit très bien parce que le caractère très agressif fait que la chimiothérapie est très efficace. Et puis la maladie HER2 positive, qui va avoir un traitement complètement différent et dans laquelle il y a deux familles, RH+, RH-, mais le traitement va être surtout sur HER2 et donc relativement proche dans dans les deux sous-familles. Voilà, donc cancer du sein, on a maintenant trois familles bien distinctes avec des traitements et des prises en charge complètement distinctes. Un mot sur les signatures génomiques, vous nous avez questionné là-dessus. Les signatures génomiques, c'est des recherches de biologie moléculaire, donc ils vont étudier un certain nombre de gènes dans la tumeur. Donc il faut donner un morceau de la tumeur
quand on est dans une situation où le bénéfice de la chimiothérapie adjuvante est gris, hein. Des fois, c'est vraiment clair, il n'y en a pas besoin. Des fois, il y a vraiment besoin. Puis des fois, c'est intermédiaire. Donc, ça ne concerne que les patientes qui sont RH+, HER2-, hein. Et généralement, des patientes dont la tumeur est inférieure à 2 centimètres, entre 1 et 2 centimètres, ben, des fois, on hésite un peu et on peut proposer de faire un test. S'il montre que c'est très agressif, ça va nous orienter vers la chimio. S'il montre que c'est pas agressif, ça va nous orienter vers pas de chimio. Donc ça, c'est Oncotype DX et Mamaprine. C'est des tests purement de biologie moléculaire. Il y en a un qui a été un peu plus subtil, qui s'appelle EndoPredict, qui s'est dit quand même la taille et l'atteinte ganglionnaire, c'est vachement important. Donc ils ont fait un test un peu mixte qui mélange de la biologie moléculaire, mais également le T, la taille, et le N, l'atteinte ganglionnaire, pour donner un score pronostic. Et ce score pronostic va aider éventuellement quand on hésite à faire ou pas une chimiothérapie dans des cas un peu gris, ce que j'appelle moi les cas un peu gris. Donc, les facteurs histopronostiques quand on est opéré, ben, on en a parlé, hein, c'est la taille. C'est évident qu'une tumeur de 4 centimètres a beaucoup plus de récidivé qu'une tumeur de 5 millimètres. Le grade, qui va impacter dans la décision. La présence ou l'absence des récepteurs hormonaux. L'expression ou pas de HER2. Le Ki-67, qui est donc l'index de prolifération. Et l'atteinte ou pas ganglionnaire. Donc, deux critères cliniques et des critères biologiques. Et c'est sur ces arguments, avec évidemment en plus l'âge de la personne, son statut ménopausique et ses comorbidités, parce qu'il n'y a pas que le cancer, il y a une femme derrière, et parfois il y a besoin d'une chimiothérapie, mais la femme n'est pas capable de le recevoir pour d'autres raisons. Donc tout ça, c'est important. Le bilan d'extension pour voir s'il y a une atteinte métastatique, donc là, ça va être écho, scanner, scintigraphie osseuse ou PET scan. Dans les Côtes d'Armor, on s'est mis d'accord. Dès qu'il y a une atteinte ganglionnaire, on fait un PET scanner. Quand il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire, on fait qu'un scanner. Mais je pense que chaque équipe a ses habitudes et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est plus des habitudes. Donc, les armes thérapeutiques, une fois qu'on a mis tout ça sur la table, alors pour les patientes qui sont prises en charge sans métastase, il y a le traitement loco-régional. Et pour toutes les patientes, qu'elles soient prises en charge au départ ou en situation métastatique, il y a tous les traitements systémiques. Donc, je laisse la main à Cécile pour vous parler des traitements locaux régionaux, à moins que vous ayez des questions ou des points que vous voulez qu'on reprécise. C'est bon. On avance. Cécile. Ok, alors moi j'aborde la chirurgie, ça tombe pas mal. Alors, sur le plan de la prise en charge du sein, donc on va voir la prise en charge du sein et la prise en charge de l'aisselle, des ganglions de l'aisselle. Donc au niveau du sein, il y a deux types de chirurgie, hein, que vous voyez passer, soit les traitements conservateurs où on va enlever une partie du sein seulement, mais on va conserver le reste. C'est ce qu'on appelle la mastectomie partielle, ou bien la tumorectomie, ou bien la quadrantectomie, ou bien la zonectomie. Tout ça, c'est les termes qui veulent dire un peu la même chose. On enlève une partie et la partie malade. Quand on enlève toute la glande mammaire, on parle de mammectomie totale. Alors, on verra dans la mammectomie, hein, on peut parfois conserver quand même l'aréole et le mamelon. On en reparlera tout à l'heure. Et donc, le choix de ces chirurgies, soit partielles, soit totales, va dépendre de plusieurs choses. Va dépendre d'abord, bien sûr, de la taille de la lésion. Si elle est très importante par rapport au volume mammaire, bah, ça va être compliqué de garder le sein. Euh, Plusieurs lésions, si elles sont dans le même cadran, pas le même cadran d'ailleurs, ces lésions-là. Et puis aussi des antécédents personnels d'abord, c'est-à-dire que si c'est une patiente qui a déjà eu un cancer du sein et qui récidive du même côté, eh bien on va avoir plutôt tendance à lui proposer une mastectomie totale, parce qu'on ne pourra pas lui faire de radiothérapie. C'est-à-dire que tout traitement conservateur, on va le voir, doit être complété régionalement, enfin localement, par une radiothérapie pour s'assurer, enfin, pour diminuer le risque de rechute. Sinon, il faut faire une ablation.
Et si elle a déjà eu de la radiothérapie sur cet organe-là, on ne peut pas la réirradier. C'est beaucoup trop de risques de complications locales et des organes sous-jacents. Donc, du coup, il peut lui être proposé de faire une ablation en cas de rechute du même sein. Et puis aussi, des fois, c'est discuté, ça peut être discuté quand il y a des lourds antécédents familiaux, que la patiente, elle est mutée, elle peut préférer d'avoir d'emblée une mastectomie totale plutôt que d'avoir un traitement conservateur et une radiothérapie. Voilà, même pour un précancer, hein, enfin les carcinomes in situ, comme l'a dit Anne-Claire tout à l'heure, euh, ce qui est très important, c'est quand même d'avoir une prise en charge de ces lésions-là, qui sinon vont évoluer, et d'avoir des bonnes marges. Donc sur un précancer, on peut être amené à faire une mastectomie totale parce que la lésion est très étendue. Donc c'est un petit peu déstabilisant parce qu'on parle de précancer et en même temps on fait l'ablation du sein, mais, euh, mais l'objectif est quand même d'enlever ces lésions-là qui sont susceptibles de continuer d'évoluer sinon. Donc voilà, ça c'est juste un pour reprendre un petit peu ce que je disais tout de suite, c'est-à-dire que si on a une lésion unique ou multifocales, mais du même cadran, c'est-à-dire qu'elles sont assez proches l'une de l'autre, avec un rapport volume tumoral sur volume sein, sans antécédent de radiothérapie, dès qu'on peut, on fait un traitement conservateur. Ces traitements conservateurs, si la lésion elle est palpable, il n'y a pas besoin d'un repérage. Sinon, il y a besoin d'un repérage si la lésion n'est pas palpable. Ce repérage, il se fait soit sous échographie avant l'intervention, soit sous mammographie. Là aussi, ça dépend s'il est visible ou pas l'échographie ou pas. Et c'est les radiologues qui le font. Si la lésion, par contre, elle est multicentrique, c'est-à-dire qu'on a plusieurs lésions dans différents cadrans, si c'est une rechute, si c'est une grosse lésion, enfin, etc., et qu'on veut démarrer par une chirurgie, on va aller vers la mastectomie totale. Dans certains cas, on peut proposer une reconstruction mammaire immédiate. Juste un point de vocabulaire, je me permets de compléter. Je ne sais pas si c'est clair pour vous la différence entre multifocal et multicentrique. Ouais, dans différents cadrans. Tu peux Ouais. préciser peut-être, oui. Ouais. En fait, multifocal, c'est qu'on a plusieurs lésions, mais elles sont souvent dans le même cadran. Vous savez, le cadran supéro-interne, cadran supéro-externe, etc. Donc là, on peut enlever un cadran, finalement. Et du coup, emporter en même bloc, hein, ces deux lésions. On ne fait pas deux trous, on fait un seul trou, mais un gros trou, et tout en reconstituant un peu le sein. Ça, c'est envisageable. Par contre, si on a une lésion dans le cadran supéro-interne et l'autre dans le cadran inféro-externe, on va parler de multicentricité. Et là, c'est plus compliqué pour conserver le sein. Alors, au niveau de l'aisselle, effectivement, donc c'est important, enfin aujourd'hui, c'est partie des recommandations nettes d'avoir, pour bien connaître le statut ganglionnaire, parce que même si on ne palpe rien cliniquement, si on ne voit rien à l'échographie, eh bien, c'est l'histologie qui va faire quand même la preuve de l'absence d'atteinte. Il peut y avoir des ganglions d'atteinte même s'ils ne sont pas palpables ou visibles à l'échographie. Donc, il y a à la fois un intérêt pronostic pour savoir mieux stadifier la maladie, décider surtout les traitements adjuvants. Hein, la prise en charge peut être complètement différente. Et puis, le contrôle loco-régional si vraiment il y a un envahissement un peu plus important. Quoique maintenant, c'est discuté. Alors, dans la chirurgie axillaire, il y a deux types de prise en charge. Celle que vous voyez beaucoup passer en ce moment, enfin maintenant, c'est la technique du ganglion sentinelle qui va consister, Anne-Claire, tu vas suivre la flèche, à enlever les premiers ganglions de la chaîne. Alors, vous voyez, Anne-Claire, tu vas montrer les vaisseaux du sein lymphatiques, c'est les vaisseaux verts, les petits trucs là, ils arrivent
vers le dernier canal afférent, ils arrivent vers le premier ganglion de l'aisselle. Les ganglions de l'aisselle, c'est une chaîne qui se relaie entre eux. Et on dit que on a démontré dans les années 2000 que si ces premiers ganglions ne sont pas atteints, ça veut dire que les cellules cancéreuses du sein, elles n'ont pas migré vers les selles et que les autres ganglions, ils ne sont pas atteints non plus. Ils servent de filtre en fait. Et de ce fait, on a limité grandement le prélèvement de tous les ganglions de l'aisselle, qu'on va appeler curage axillaire, et qui étaient plus source de complications type lymphœdème. Donc aujourd'hui, tant qu'on peut, on prélève ce ganglion sentinelle et on ne prélève pas tous les ganglions. Donc voilà, en ayant démontré que c'est ce premier ganglion qui va être informatif sur le restant de la chaîne. Donc les indications, elles sont maintenant multiples et vastes. C'est surtout pour les tumeurs infiltrantes, bien sûr, uniques ou multiples. La taille, on va dire 5 cm, mais des fois on pousse bien sûr au-delà. On peut le faire aussi dans le cadre d'un CIS, c'est carcinome in situ étendu, parce qu'il peut y avoir une sous-estimation et qu'on retrouve de l'infiltrant sur la pièce opératoire. 25% des cas, il y a de l'infiltrant, donc on anticipe en faisant un ganglion sentinelle. Il ne faut pas qu'il y ait d'adénopathie palpable, suspecte et prouvée histologiquement, sinon c'est plutôt une indication de curage axillaire. Le ganglion sentinelle, on le fait dès que essentiel, enfin beaucoup. Le curage axillaire, là c'est quand effectivement il y a une atteinte ganglionnaire prouvée, qui a une taille très importante. On va le faire aussi aujourd'hui, les recommandations restent, mais ça peut évoluer. Après chimiothérapie néoadjuvante, si dans le TNM, donc au moment du diagnostic, il y avait une atteinte ganglionnaire qui est prouvée aussi histologiquement. Et puis sinon, quand c'est discuté en RCP. Quand il y a un échec de détection de ganglion sentinelle, ça peut nous arriver. Alors la technique du curage axillaire, le principe c'est voilà, ça c'est on ouvre les selles et puis il y a tous ces ganglions et on va vider le creux axillaire de tous ces ganglions en préservant tous les vaisseaux autour, bien sûr, nerfs et vaisseaux, et on envoie en analyse histologique. Voilà, là on a vidé toutes les selles. La radiothérapie, donc c'est un traitement local aussi. Ça va irradier le sein, tout Juste le une sein. petite question, excusez-moi, sur Oui, les pardon. ganglions. Cela, c'est juste par rapport à notre logiciel. Si on est bien d'accord que sur les fiches de RCP, le ganglion sentinelle, on a 2 emplacements en fait pour le remplir. On a un truc qui s'appelle GS plus sur GS. Donc là, c'est le ganglion sentinelle. Et l'autre, c'est N. On est bien d'accord que c'est le curage. C'est juste. C'est le curage, oui. Ouais, Oui. ok. N, c'est curage, ouais. Alors moi, honnêtement, je connais pas tous vos codes, mais oui, sûrement. GS, c'est ganglion sentinelle, ouais. Alors, N, c'est important, juste pour répondre, c'est important que dans les cas qui ne sont pas rares où on fait un sentinelle, chirurgien fait un sentinelle, et en paire opératoire décide de faire le curage parce que le sentinelle lui semble pathologique, c'est intéressant quand même de remplir les 2 cases. C'est-à-dire, ce contrôle, il n'y en a pas, vous allez avoir les sentinelles et vous allez avoir le curage. C'est important de remplir les 2 cases, ça nous intéresse beaucoup. Hein. D'accord, ok. Mais des fois, on fait un curage ou un petit curage, donc ça va devenir N, alors qu'était prévu un ganglion sentinelle, mais parce qu'on n'arrive pas à le retrouver. En fait, le ganglion sentinelle, il est détecté avant l'intervention, enfin, il est repéré par un marqueur qui s'appelle le technetium marqué. Ça se passe en médecine nucléaire. On va injecter un petit produit légèrement radioactif autour de l'aréole. C'est les médecins nucléaires qui font ça. Et ce produit, il va suivre aussi les vaisseaux lymphatiques et aller jusqu'au ganglion sentinelle de l'aisselle. Et nous, au bloc opératoire, après courte incision, on a une sonde qui va repérer la radioactivité de ce ganglion. Et donc, elle va nous aider à aller le prendre, parce que sinon, on ne sait pas exactement où il est.
Mais des fois, ça peut échouer. C'est pas fréquent, mais ça peut. Et du coup, en fonction des situations, parce qu'aussi, ça veut peut-être dire qu'il y a une atteinte du ganglion sentinelle métastatique, on peut faire un petit curage complémentaire. Voilà, c'était juste la partie. Excusez-moi. Pardon. Vas-y, Anne-Cécile. Oui, une autre question, s'il vous plaît. Parfois, on a dans la napate les ganglions de voisinage également. Oui, alors faut les considérer. Alors, on considère quand même pas un N, mais il faut mettre comme D'accord. GS, hein. En GS, ok. En fait, on faisait Et ça avant pour des techniques histologiques. Maintenant, ils utilisent la même technique pour tous les ganglions prélevés dans ce cadre-là. Enfin, dans la technique du ganglion sentinelle. Qu'est-ce que d'accord. c'est que des ganglions voisins? On dit ganglions voisins, c'est des ganglions qui n'ont pas la radioactivité dont je vous parlais. Ok. Ils sont à côté, on les prend parce qu'ils sont un peu suspects ou qui nous. Voilà, mais ils ne sont pas radioactifs. Très bien. Et comme Donc, il faut différencier les ganglions sentinelles du curage, est-ce qu'il faut également préciser GS et GV en différenciation ou pas sur la même Non, on peut ligne? les compter comme des GS. G- Ou GS on pour peut moi. cumuler les deux? D'accord. Ouais, parce qu'en fait, techniquement, le résultat histologique va être. Enfin, la technique histologique est la même maintenant. Très bien. Avant, ils Merci. faisaient des techniques plus poussées juste sur le GS. Maintenant, ils le font sur tous ces petits ganglions. Merci. Donc, en fait, c'est à nous de même plus les appeler voisins. Mais donc, GS. La radiothérapie, donc, pour revenir, donc ça va irradier le sein. Donc, c'est les radiothérapeutes qui prennent en charge cette technique. Ils vont cibler la zone. Des fois, on peut irradier aussi, souvent on irradie un peu la base de l'aisselle, des fois on irradie l'aisselle. Voilà, ça, et les autres aires ganglionnaires en fonction des indications et entre autres de l'atteinte ou pas ganglionnaire. En tout cas, la radiothérapie du sein, elle est systématique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après chirurgie conservatrice, c'est-à-dire on n'enlève qu'une partie du sein. On irradie le sein restant pour diminuer le risque de rechute, neutraliser les éventuelles cellules cancéreuses ou précancéreuses. Voilà, on a prouvé, ça fait très longtemps maintenant, et c'est grâce à ça qu'on ne fait plus de mastectomie totale systématique. On a prouvé que ça n'avait autant de bénéfices sur la survie globale à faire un traitement conservateur associé à une radiothérapie qu'une mastectomie totale, sans radiothérapie. Par contre, on peut aussi le faire dans certaines mastectomies totales, quand il y a une atteinte ganglionnaire, effectivement, parce que voilà, hein, les études ont montré qu'il y avait un bénéfice en termes de rechute. Euh, des fois, en fonction de la taille de la lésion, quand c'est plus de 5 cm, et quand c'est évidemment qu'il y a un sein inflammatoire. Voilà. Il y a d'autres indications, bien sûr, de la radiothérapie, hein, antalgique quand sur des métastases, entre autres osseuses. Il peut y avoir des métastases osseuses qui soient douloureuses, hein, et du coup, on peut poser l'indication de cette radiothérapie en regard. Voilà, pour le risque neurologique aussi ou cérébral, quand il y a des métastases cérébrales. Là, on est dans le cadre de métastases. OK? Donc là, voilà, hein, c'est une image, une photo de l'accélérateur. La patiente, elle est allongée sur le dos. Voilà, les bras un petit peu, je suis en train de le faire, relevés pour irradier la zone qui a été, euh, comment dire, qui a été calculée, entre guillemets, repérée avant par un scanner. Voilà, c'est toute une équipe, hein, la radiothérapie, des physiothérapeutes, des manipulateurs radio qui calculent ces champs d'irradiation. C'est extrêmement précis parce que bien évidemment, c'est pas anodin et qu'on ne va pas aller s'amuser à irradier plus qu'il n'en faut. Donc voilà, c'est extrêmement précis.
Et donc, vous avez la machine ici qui va venir délivrer les protons, les photons sur l'organe. Alors, Après, le traitement, ouais. oui, pardon. Non, non, j'allais dire juste que c'était relativement bien toléré comme traitement. Mais voilà, c'est bon. Donc, les traitements systémiques donc, qui vont concerner soit des patientes opérées sans métastase, soit des patients métastatiques, s'il y en a des tonnes, c'est très complexe. Donc, j'ai vraiment fait simplement des généralités pour que ce soit à peu près clair pour vous, mais on ne va pas rentrer dans les non-médicaments spécifiques, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, la chimiothérapie, d'une façon générale, ce sont des médicaments qui vont détruire les cellules qui se multiplient rapidement, sans aucun ciblage, ni aucune intelligence. Donc, les cellules du cancer se multiplient beaucoup plus rapidement que les cellules normales du corps humain. Donc, on va avoir de façon indirecte une action sur les cellules cancéreuses avec moins d'action sur les cellules normales, mais il y aura quand même forcément des dégâts collatéraux. C'est un traitement aveugle. C'est vraiment un traitement qui n'est pas du tout ciblé biologiquement, mais néanmoins, ça marche très bien et c'est des chimiothérapies qui sont maintenant quand même assez peu toxiques, du moins dans le cancer du sein. Trois situations. La situation néo-adjuvante, ça veut dire qu'on a un cancer du sein qui n'est pas métastatique, mais on pense qu'en faisant la chimiothérapie avant la chirurgie, on va améliorer les choses, soit parce qu'on va permettre de réduire la tumeur et de faciliter la chirurgie, et notamment permettre de faire une tumorectomie là où on aurait fait une mastectomie d'emblée, soit pour notamment les triples négatifs et les HER2, c'est devenu maintenant un standard, car le fait de commencer par la chimiothérapie sans avoir enlevé la tumeur nous permet de savoir quelle est l'efficacité de ce traitement et si il reste de la tumeur après le traitement néoadjuvant et l'opération, ça va moduler le traitement adjuvant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un traitement adjuvant différent que ce qu'on aurait fait si on n'avait pas fait cette stratégie. Et on a montré qu'on améliorait la survie globale en faisant ça. Donc ça, c'est vraiment le néoadjuvant. L'adjuvant, c'est classique, c'est ce qu'on fait après l'opération. Et là, l'objectif, il est plus sur le cancer qu'on a enlevé, il est sur l'avenir de la patiente. La chimiothérapie adjuvante diminue le risque de récidiver de son cancer du sein. Et donc là, on parle de récidive où qu'elle soit, dans le sein, mais ailleurs, sous forme métastatique. Et puis, il y a toutes les situations qui sont métastatiques, soit d'emblée, soit parce qu'elles ont récidivé. Et là, bah, la chimiothérapie, par définition, est un traitement pilier de la maladie métastatique. Donc voilà, ça, c'est la chimiothérapie. Deuxième traitement systémique, c'est l'hormonothérapie. Et là, on a trois grandes familles. Les anti-œstrogènes qui vont aller attaquer directement l'action des œstrogènes sur les cellules cancéreuses. Donc le tamoxifène, le fulvestrant et une nouvelle génération que vous allez voir arriver bientôt, puisque là, on a vraiment des études récentes qui sont très positives, qui s'appellent les SERD. Donc, c'est l'équivalent du fulvestrant, mais en oral et qui semble plus efficace. Donc, ça, c'est les anti-œstrogènes. Ensuite, on va avoir les anti-aromatases. Donc, eux ne vont pas agir sur l'œstrogène, sur l'action de l'œstrogène, ils vont agir sur la fabrication d'œstrogène. Euh, et donc, ils ne sont efficaces. Attendez, juste, j'essaie de me débarrasser de ça. Je n'y arrive pas. Ils sont efficaces uniquement chez les femmes ménopausées. Si vous donnez des anti-aromatases à des femmes non ménopausées, ça ne marche pas. Donc, il y en a trois, le létrozole, l'anastrozole et l'exemestane. Et on a une troisième catégorie. C'est une catégorie qui n'est pas vraiment un traitement du cancer, mais qui va bloquer la fonction ovarienne chez les femmes préménopausées. C'est les analogues de la LHRH, décapeptyl et Zoladex. Et en fait, ces analogues vont permettre de donner les anti-aromatases à des femmes qui ne sont pas ménopausées. C'est-à-dire qu'en fait, on va les ménopauser médicalement pour pouvoir leur donner les anti-aromatases. Voilà un petit peu les trois familles de traitements anti-hormonaux qui sont à notre disposition. Donc, l'anti-hormone, c'est bien sûr pour les cancers du sein qui sont RH+, et pour lesquels, en supprimant l'action de l'œstrogène, on supprime la possibilité pour la cellule de se multiplier et donc on détruit les cellules cancéreuses. Mais on a nettement amélioré ce traitement par l'adjonction de médicaments qui sont les inhibiteurs de cycline 4 et 6. Donc, c'est des thérapies ciblées, c'est ni de la chimio ni de l'hormono, c'est vraiment des thérapies ciblées qui vont agir à l'intérieur de la cellule
en facilitant le travail de l'hormonothérapie et donc en diminuant les mécanismes de résistance à l'hormonothérapie. Donc seuls, ils servent à rien. Ils n'existent que associés à une hormonothérapie. C'est vraiment des accélérateurs, on va dire, entre guillemets, de l'efficacité de l'hormonothérapie. Donc il y en a trois, le palbociclib qui est l'Ibrance, le ribociclib qui est le Kisqali et l'abemaciclib qui est le Verzenio. En général, en tout cas, nous, dans les Côtes d'Armor, c'est ce qu'on fait. On met que les noms de molécules, on met pas les noms commerciaux. Mais bon, je les ai mis sur la diapo, comme ça, vous les aurez. Donc, tous ces médicaments ont montré leur intérêt majeur en situation métastatique associée à l'hormonothérapie. En situation adjuvante, en fait, ils ne sont indiqués que quand on est sur des cancers qui sont graves. Et pour le moment, on n'a que la bémaciclib, c'est Alvernios, qui a le remboursement. Le ribociclib, ça devrait arriver, mais ils ont un peu du mal à obtenir le remboursement. Donc là, on est chez des patientes, par exemple, qui ont 5 ganglions, 10 ganglions, elles ont été opérées, mais elles sont à très haut risque de récidive. L'hormonothérapie seule aide, bien sûr, après la chimio, mais l'hormonothérapie plus abemaciclib a démontré qu'on augmentait la survie de ces patientes. Troisième catégorie, les anti-HER2. Les anti-HER2 ne concernent évidemment que les patientes qui sont, qui ont une expression d'HER2 positive. Donc les anti-HER2 purs ne sont indiqués que quand il y a HER2 3 croix ou IHC2+ avec un fiche positif. Les HER2 low ne bénéficient pas des anti-HER2 qui ciblent la protéine HER2. Donc le plus connu, c'est l'herceptine, qui est un anticorps. Le pertuzumab est un anticorps qui, associé à l'herceptine, augmente l'efficacité. L'association des deux a maintenant une forme sous-cutanée qui s'appelle le Phesgo, mais le Phesgo, c'est du trastuzumab et du pertuzumab. Et il y a une forme orale qui s'appelle le tucatinib. Donc voilà, ça, ce sont les anti-HER2. Juste que ce soit clair, et là je parle aussi à mon équipe de recherche clinique, les anti-HER2, c'est des anticorps qui vont cibler une protéine. Ce n'est pas de l'immunothérapie. Hein. On va parler d'immunothérapie après. Certes, on est sur des anticorps, mais ce n'est pas un traitement d'immunothérapie. On est en fait comme l'équivalent d'un vaccin. Quand on vous vaccine contre la grippe, votre corps va fabriquer des anticorps contre la grippe et ça va permettre d'empêcher l'infection. Et bien là, c'est la même chose, sauf que comme on n'est pas capable de fabriquer les anticorps, on injecte les anticorps ciblés sur la protéine. Et comme ce n'est pas les nôtres et qu'on nous les a injectés, les patientes les détruisent, donc on les réinjecte toutes les 3 semaines. Mais ça agit comme un vaccin. Donc ce n'est pas de l'immunothérapie. Nouvelle famille que vous voyez de plus en plus et qui va arriver et qui va peut-être un jour ou l'autre remplacer complètement la chimiothérapie, c'est les anticorps drogue conjugués. Donc là, on part d'un anticorps dont on sait qu'il va se fixer sur les cellules cancéreuses. Donc là, j'ai pris la photo d'un TROP2, mais typiquement l'Enhertu, c'est de l'herceptine qui est là, en fait, donc l'anticorps anti-HER2. Et sur cet anticorps, on fixe par la biais d'un linker, c'est-à-dire une petite molécule chimique, des molécules de chimiothérapie. Et donc, on a ce qu'on pourrait appeler une chimiothérapie vectorisée, c'est-à-dire que l'anticorps va aller se fixer sur la cellule cancéreuse, pas sur les autres cellules du corps humain, et apporter les molécules de chimiothérapie à l'intérieur de la cellule cancéreuse, ce qui permet de mettre 8, 10 ou 12 molécules de chimiothérapie, alors que si on avait mis la chimiothérapie en perfusion, il y en aurait peut-être eu qu'une ou deux qui seraient arrivées à la cellule cancéreuse. Donc ça augmente considérablement l'efficacité de la chimiothérapie sans augmenter la toxicité puisqu'on a un ciblage. Donc dans le sein, il y en a deux, mais comme vous faites les RCP gynéco, vous en voyez d'autres en gynéco. Il y a le trastuzumab deruxtecan qui est l'Enhertu. Donc l'Enhertu, c'est de l'herceptine sur laquelle on a accroché des molécules de deruxtecan. Et le Trodelvy, qui est la photo là, c'est sacituzumab govitecan. C'est un anti-TROP2, donc c'est une protéine qu'on a sur les cellules cancéreuses, qui amène lui aussi une molécule de chimiothérapie et qui est très utilisée dans les tumeurs triple négatives. Et donc ça, c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus. On a plein d'essais, on prend tous les anticorps qu'on connaît, on prend toutes les chimiothérapies qu'on connaît et on fait tout dans tous les sens et on fait des essais. Et il y en a qui donnent des résultats excellents. Pour le moment, on est dans les phases des essais. Enfin, l'immunothérapie que j'ai évoquée tout à l'heure, là, c'est vraiment différent des anticorps. L'immunothérapie n'agit pas sur le cancer. L'immunothérapie va agir sur le système immunitaire de la patiente. En fait, si la patiente a développé un cancer, c'est parce que son immunité n'a pas été capable de le reconnaître comme corps étranger, parce que le cancer a réussi à se cacher
du système immunitaire. Donc, soit c'est le système immunitaire qui est défaillant, et donc les immunodéprimés, soit c'est les cellules cancéreuses qui, de façon intelligente, ont caché leur antigène pour que le système immunitaire ne les reconnaisse pas. Et bien, l'immunothérapie, elle va reprogrammer le corps humain pour que ce corps humain reconnaisse les cellules cancéreuses et aille les détruire. Elle peut agir seule dans certains cancers. Dans le cancer du sein, elle doit être associée à la chimiothérapie. Et dans le cancer du sein, elle n'a montré son efficacité que chez les tumeurs triple négatives. Souvent, les patients nous demandent pourquoi moi, je n'ai pas d'immunothérapie. Eh bien, en fait, ça ne marche que dans les tumeurs triple négatives avec le pembrolizumab, le Keytruda, et en première ligne. Et ça a de façon considérable modifié le pronostic des maladies métastatiques, mais maintenant c'est utilisé de façon très importante en situation locale. Avant la chirurgie, on fait de la chimie avec de l'immunothérapie. Voilà, donc là on est vraiment dans une reprogrammation, ce qui explique que parfois quand on arrête l'immunothérapie, ça continue à marcher parce que le corps il a été reprogrammé en fait d'une certaine façon. Les inhibiteurs de PARP, et je vais finir là-dessus parce qu'on arrive à la fin du temps. Donc, il faut savoir, j'en ai pas parlé jusque-là, que certains patientes ont une mutation BRCA. Donc, dans deux mots, BRCA1 et BRCA2, c'est des gènes qui sont naturels, qu'on a tous, et qui sont des gènes suppresseurs de tumeurs. Donc, c'est des gènes qui vont agir sur l'ADN et qui vont empêcher les tumeurs de se développer. Quand on a une mutation, par définition, on n'a pas la suppression de tumeurs, donc on a une augmentation du risque de développer le cancer. Donc les mutations, elles peuvent être germinales ou somatiques. Germinales, ça veut dire qu'elles sont dans notre corps. Toutes nos cellules possèdent cette mutation, y compris les cellules dans nos gonades qui vont donner naissance à nos bébés, n'est-ce pas? Et donc, quand on a une mutation germinale, on a une mutation qui est dans tout le corps et qui est héréditaire. Une chance sur deux, puisqu'on donne deux allèles, de transmettre ça à nos enfants. Quand on a une mutation des gènes BRCA germinale, on a un risque très élevé de faire un cancer du sein ou un cancer de l'ovaire. La proportion sein et ovaire est un petit peu différente selon que ce soit BRCA1 ou BRCA2. Sachez qu'il y a aussi un risque de cancer du pancréas qui a été démontré, qui concerne aussi les femmes, mais aussi les hommes. Les mutations somatiques, c'est différent. Il n'y a pas du tout de mutation germinale, c'est-à-dire que la femme, elle n'est pas porteuse de la mutation, donc il n'y a aucune hérédité. Mais par contre, dans le cours de la fabrication de la tumeur, se crée une mutation de BRCA au sein de la tumeur. Donc dans la tumeur, on va trouver la mutation, mais dans le corps ou dans la prise de sang, on ne va pas en trouver. Et donc ce n'est pas héréditaire, c'est ce qu'on appelle les mutations somatiques. Elles ne sont que dans la tumeur, mais pas hors de la tumeur. Et donc, quand on a, en fait, la BRCA, c'est un système de réparation de l'ADN. Il y a deux systèmes, le PARP et le BRCA. Et quand il y a une erreur dans l'ADN, si les PARP fonctionnent bien, ils réparent. Si les PARP ne fonctionnent pas bien, c'est BRCA qui répare. Donc, on a deux systèmes qui sont complémentaires pour faire survivre une cellule qui a une erreur dans son développement. Chez les tumeurs qui sont mutées BRCA, donc les cellules cancéreuses qui sont mutées BRCA, s'il n'y a pas de traitement et qu'on a une PARP active, eh ben, l'ADN les défauts d'ADN sont réparés et donc la mutation reste présente et les cellules cancéreuses se multiplient. Si on rajoute un inhibiteur de PARP, on va inhiber l'autre voie de réparation de l'ADN. Comme elle ne se répare pas, la cellule meurt et donc on détruit les cellules cancéreuses puisqu'elles ne peuvent pas se multiplier. Donc les inhibiteurs de PARP sont utiles uniquement quand il y a une mutation de BRCA. Plutôt que de réparer, ils aggravent la situation, ce qui fait que la cellule cancéreuse meurt. Et donc on a deux molécules dans le cancer du sein, l'olaparib et le talazoparib, Lynparza ou Talzenna, qui ont démontré leur intérêt en situation métastatique, mais uniquement chez les patientes mutées, qu'elles soient mutées germinales ou somatiques, ça marche pareil. Et en situation précoce, on a aussi l'indication de l'olaparib seul, pas de la talazoparib, après la chirurgie, dans des cas avec des facteurs de pronostic de gravité. Vous faites aussi de la gynéco, donc vous entendez aussi parler du niraparib et du rucaparib. Ce sont deux inhibiteurs de PARP qui sont utilisés uniquement dans les cancers gynécologiques. Voilà, j'ai fait le tour de tous les traitements à notre disposition. Donc, en conclusion, de quoi on a besoin pour la RCP? Et je sais que vous ne l'avez souvent pas comme information, mais pourtant c'est intéressant d'avoir les antécédents familiaux pour savoir s'il faut adresser en oncogénétique, s'il y a une mutation génétique connue, savoir si la femme est ménopausée ou pas, quels sont ses antécédents personnels, cancer du sein ou autre,
quel est son âge, l'état général, et donc là, on va essayer d'avoir l'encodage, mais on l'a quasiment jamais en RCP. Ça peut être intéressant de savoir si c'était une découverte par autopalpation ou par dépistage. Bien sûr, ça, c'est, vous le savez par cœur, une anapathe exhaustive avec tous les critères dont on vient de discuter. La chirurgie, si elle a été faite, sa date et quel type de chirurgie, le résultat anapathe de la chirurgie, et puis s'il y a des examens complémentaires, tous les résultats des examens complémentaires. Voilà, tout ce qu'il faudrait avoir pour une bonne RCP. Je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, on est encore là. Vous avez toutes disparu. Oh, 22 participants, mais vous êtes super nombreuses. Merci beaucoup. Non, on est là, merci. C'était très clair. Ouais, très clair, merci. Bon, donc je vais transférer le diaporama maintenant. Donc je pense qu'on vous le fera parvenir. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, on peut y répondre, à nous contacter par mail éventuellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre invitation. Merci Merci beaucoup. Cécile de ce quatre mains. Bien, merci, ouais, c'est bien. Non, Et non, bah, puis, écoutez, ça a répondu à certaines questions, ou en tout cas, ça vous a apporté des notions. Très bien. à bientôt. J'espère. Merci beaucoup. Au revoir. Bientôt. Bonne Merci journée. beaucoup, au revoir. Au Au revoir. revoir et merci beaucoup. Au revoir, merci.